Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes en athlétisme, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et thérapeute afin d'accompagner ceux qui se sentent seuls et perdus, ceux qui vivent un mal-être après leur carrière de sportif de haut niveau afin de leur redonner une vie équilibrée. C'est pourquoi j'ai ressenti l'importance d'explorer les parcours captivants de personnalités qui ont atteint l'apogée de leur discipline et qui acceptent de partager avec moi leurs réflexions sur la vie au-delà de l'excellence sportive. En ce jour, je ne vous cache pas ma fierté parce que, pour ceux qui le savent, j'ai été... Non, en ce jour, je ne vous cache pas ma fierté parce que peu le savent, mais avant d'être athlète, j'étais gymnaste et j'admirais une fille de mon âge qui avait la même couleur que moi et qui produisait des performances extraordinaires, à tel point qu'aujourd'hui, une figure porte son nom. Je ne la voyais qu'à la télé à l'époque, et grâce à mon métier de journaliste, j'ai pu la rencontrer et échanger régulièrement avec elle. Je ne me suis jamais cachée de mon admiration pour elle. Il s'agit d'Elvire Thézard, en direct depuis l'île de la Réunion. Bonjour Elvire. Bonjour. Tu le sais, je te l'ai toujours dit que la petite Vanessa, championne de Martinique de gymnastique, était complètement fan. En revanche, tu ne m'as jamais dit ce que ça te faisait d'entendre ça, alors que finalement, j'ai quasiment ton âge. On a 1 an d'écart, toi et moi. Oui, c'est ça. Entendre ça d'un enfant, à la limite, tu vois, tu te dis oui, bon, que j'ai représenté. Bon, j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suivi ta carrière. Mais qu'une fille de ton âge te le dise, je sais pas, qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression que c'est différent quand même. Ça fait forcément plaisir. J'ai eu par les réseaux sociaux aussi dernièrement des échanges de personnes qui me disaient, qui m'envoient des messages spontanés en me disant vous avez été un exemple pour moi, vous avez inspiré ma volonté de devenir ça et ça. C'est agréable forcément. Elvire Thézard, c'est 2 Jeux Olympiques, Atlanta et Sydney, c'est 3 championnats du monde, 2 médailles européennes. Et alors, c'est la première fois que je reçois ce type de palmarès. Quand je t'ai demandé ton palmarès, tu m'as envoyé un fichier complet, incroyable. J'ai compté, alors peut-être que j'en ai loupé 1 ou 2 ou j'en ai rajouté, mais j'ai compté 33 compétitions. C'était important pour toi de mettre sur un tableau toutes les compétitions de ta carrière. Alors là, je te jure, généralement, on me donne des grandes lignes, on me donne des trucs, tu vois, un peu pas forcément élaborés. Mais là, tu m'as sorti un fichier, tu vois, comme quelque chose qui est inscrit dans le marbre et que tu veux pas oublier. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, j'avais un journaliste qui m'avait posé la question quel est ton palmarès? Et moi, j'ai jamais vraiment posé mon palmarès sur papier, en fait. Je parle toujours des 2 Jeux olympiques, finaliste olympique, et puis voilà. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais rechercher un peu sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi-même, j'oublie. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. Et c'est en tombant sur, alors à l'époque, c'était des blogs, quelqu'un qui avait fait un blog et qui avait noté en fait toutes les compétitions que j'avais faites. Et donc j'ai repris en fait les données que cette personne-là avait listées, avait enregistrées. J'ai tout mis dans un tableau et en plus il y a encore des choses qui manquent. En fait, quand je lis le tableau, je vois bien qu'il manque des choses. Mais je me dis allez, maintenant quand on me pose la question, j'envoie celui-là et comme ça la personne en face choisit ce qu'elle veut, trie si elle veut de l'international, du national, selon le sujet dont elle veut parler. Est-ce qu'elle veut parler des voyages? Est-ce qu'elle veut parler du type de compétition, etc. Voilà. C'est plutôt la facilité d'avoir quelque chose à donner quand on me demande. Et c'est tout à ton honneur parce que non seulement tu viens de le dire, on oublie. Finalement, moi aussi, je dis une dizaine de fois championne de France dans 4 disciplines différentes, mais en fait, je sais même plus, tu vois, il faudrait que pareil, je prenne le temps pour compter. Mais ça a dû te faire aussi un truc bizarre quand tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un tableau et qui connaît, bon, pas toutes tes compétitions, mais quand même, il a pris le temps de noter 33 compétitions quand même, dont les championnats de France, etc. Les coupes, il y a l'American Cup, il y a des coupes en Asie, enfin, extraordinaire. Tu as eu de vrais fans quand même. Alors, j'ai eu de vrais fans et ça, je m'en rends compte maintenant. Parce que moi, quand j'ai arrêté la gym, j'ai complètement coupé. Et, et après, je me suis remise sur les réseaux sociaux. Mais dernièrement, pas très longtemps, je me suis remise sur Insta. Je découvre un peu tout ça. C'est un peu les quarantenaires de maintenant qui s'y mettent parce que les enfants, ils sont, donc on essaye de suivre un peu. Et c'est là que je reçois, comme je te dis, des messages.
et des gens qui m'envoient et qui me disent ah mais non, on vous a pas oublié, vous étiez ça, vous avez fait ci, et je découvre qu'il y a des gens en fait qui ont compilé des choses et qui étaient vraiment fans, ou même dans mon travail. Je me retrouve avec des personnes qui me disent oh, mais moi j'avais ton poster dans ma chambre, j'ai toujours l'agenda où tu étais dedans, où j'étais. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'était à 25 ans, les gars. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est valorisant. Surtout que moi, je suis un petit peu là-dessus, je suis un petit peu en retrait. Moi, je sais pas moi qui vais m'exposer de moi-même ou donc c'est sûr, ça fait plaisir, mais ça fait vraiment bizarre que les gens s'en souviennent, en fait. Moi, c'est surtout ça, c'est de me dire, à un moment donné, on a été médiatisé à la fin des années 90, il y avait de la gym à la télé, on était suivis, etc. Après, ça s'est arrêté. Mais moi, c'est surtout que ça dure dans le temps, en fait. C'est qu'il y a encore des gens qui en parlent, quoi. Et puis, il y a régulièrement des vidéos de toi qui ressortent. Moi, je me Oui, rappelle de cette jolie silhouette avec la couette, parce que tu avais toujours une petite couette à c'est l'arrière. ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que tu le comprends que les gens puissent être fans encore aujourd'hui ou à la limite aient été fans? Alors qu'ils aient été fans, oui, parce que moi-même, j'ai eu des idoles hein, dont j'ai été fan. Moi, j'ai petite fille à La Réunion. Toi, tu dis que tu étais en Martinique et qu'il y avait quelqu'un qui avait la même couleur de peau que toi, qui faisait le même sport. Donc, forcément, on était attirés. Moi, là, on est dans une année olympique. On parle beaucoup des Jeux. C'est un dossier que je suis au travail aussi. Et ça me replonge un peu dans moi, ce que j'ai vécu quand j'étais petite, que je regardais les Jeux à la télé avec mon père. On regardait la télé, on regardait forcément l'athlé parce que c'était là où il y avait le plus de noirs hein, qui couraient, donc De c'était ceux représentation, auxquels mais oui. on pouvait s'identifier. Donc alors en plus, quand il y avait des Réunionnais, Daniel Sangouma, Jean-Louis Prianon, on était tous à fond. Donc moi, des idoles, j'en ai eu quoi, et j'ai été fan. Donc je peux comprendre. Alors après, moi, je me mets pas à leur niveau parce que pour moi, eux, c'est des méga stars quoi. Et mais je peux comprendre. Mais après, c'est vraiment cette idée de durer dans le temps, de pas être oublié. Sachant qu'en plus, moi, j'ai pas eu de médaille mondiale ou j'ai pas eu de médaille aux Jeux Olympiques. Donc, normalement, on aurait dû m'oublier, en fait, au bout de 25 ans. Donc, c'est vraiment la surprise à chaque fois. Quand je revois une vidéo passer, quand je revois les commentaires, des gens qui disent ah oui, moi, je me souviens, j'étais là, j'ai regardé ça, etc. Et puis, il y a aussi un petit peu, maintenant, je pense que ça s'explique un peu comme ça. Moi, quand je l'ai vécu, quand j'étais gym, il n'y avait pas un peu ce réflexe identitaire de se dire il y a le modèle de la gymnaste noire et maintenant en fait j'ai vu par exemple une vidéo, il y a un groupe qui s'appelle Black Gymnast International, je sais pas quoi, bah ils me mettent dedans, alors qu'avant on n'avait pas ça quoi, c'était vraiment on faisait et puis il n'y avait pas cette référence là, donc maintenant en fait je fais partie de cette référence des gymnastes noirs quoi. Mais c'est vrai que à l'époque, à ton époque, à l'époque où je t'admirais, j'avais pas forcément cette notion que je t'admire parce que tu es noire, en fait. Oui, Vraiment pas. oui. Mais pourquoi parmi toutes les gymnastes, j'étais très focus sur toi. C'est certainement qu'il y avait une appétence, un lien, un Mhm. ressenti. Et je savais même pas à l'époque que tu venais de l'île de la Réunion. Hein. Je connaissais même pas ton histoire. Je ne voyais que ça. Et puis bon, les performances extraordinaires ont parlé pour toi. D'ailleurs, euh, je pensais que le Téza n'était qu'une figure sur la poutre et j'ai découvert qu'il y avait d'autres figures qui portaient ton nom. Déjà, qu'est-ce que le Téza et quelles sont les autres figures qui portent ton nom? Est-ce que tu sais même pourquoi finalement c'est toi qui porte ce nom-là alors qu'il y avait un autre nom, il me semble, avant avant qu'elle porte ton nom, cette figure? Alors cette figure-là, alors, le TESA, déjà, c'est un salto vrillé arrivé dans le sens latéral de la poutre et avec qui s'enchaîne en fait avec un tour autour de la poutre. Ça se fait pas dans le sens longitudinal, donc dans le sens normal, ça se fait sur le côté de la poutre. Donc dans le sens longitudinal, l'exercice existait. Donc je crois que c'est Rufova, je crois que ça s'appelait. Et en fait avec mon entraîneur, comme j'avais un défaut technique qui s'est transformé en une compétence. Donc, du coup, on s'est dit, ben, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Comme je le faisais sur place déjà, on a dit, bah, tiens, on va le tenter dans l'autre sens. Et au début, c'était pour s'amuser et voilà, pour tenter quelque chose.
Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus sérieux. On a travaillé, mon entraîneur aussi s'est formé parce que comme sur la technique de parade, de manipulation, dans l'apprentissage, on a inventé des tapis de protection en enroulant des tapis autour de la poutre. Et après, on a monté l'élément comme ça jusqu'à le déposer en compétition. Parce que pour qu'un élément porte ton nom, il faut le déposer. Il faut déposer, à l'époque c'était la vidéo, qu'il fallait déposer à la fédération internationale, au comité technique, qui valide si l'élément n'est pas dangereux pour la santé, s'il n'y a pas trop de risques, s'il est conforme en fait au code. Et ensuite, il donne une valeur à cet élément-là, puisque les éléments sont classifiés dans le code de pointage, et il faut le réussir en compétition officielle, championnat du monde ou aux Jeux olympiques. Et à partir de ce moment-là, il prend le nom. Et on s'est rendu compte que grâce à cet élément-là, on marque les esprits, quoi, parce que moi, ça remonte quand même, puisque c'était la première fois que l'élément est rentré dans le code, c'était en 95. Et donc, la France, à ce moment-là, on voyait qu'on était une équipe qui était jeune et qui avait du potentiel, mais en face de nous, on avait les nations très fortes de l'époque. On avait la Russie, on avait la Chine, on avait les États-Unis. Et pour aller, en fait, titiller un peu ces équipes-là, on en rêvait forcément d'atteindre le top 6 ou le top 5, mes entraîneurs, ils ont dit, il faut qu'on marque l'originalité, la différence. Et donc, on est allé chercher comme ça et on s'est rendu compte que cet élément-là, ça faisait réagir les juges et un petit peu ça chamboulait un petit peu cet ordre international là. Et donc après, moi j'ai continué au bar asymétrique aussi. Donc pareil, moi je suis encore très souple, je peux le dire, même à mon âge. J'étais très souple des épaules. Donc on est allé sur des éléments qui étaient plutôt dans le secteur masculin. Et mon entraîneur, en fait, avait ça en tête. Il cherchait la gymnaste qui avait le potentiel pour le faire. Et on testait des choses. Et en fait, moi, j'ai travaillé quasiment tout le code de pointage. Et donc après, j'ai inventé des éléments avec lui. Et donc, il y a deux éléments Là, au tu bar parles de ta asymétrique. période à Marseille avec tes C'est coachs, ça. tu avais des coachs chinois, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Maui Chouan, oui. Et donc, Donc, du coup, on était. Moi, je suis restée toute ma carrière à Marseille sur le haut niveau. Et la particularité, c'est que j'ai toujours été licenciée à mon club de La Réunion aussi. J'ai jamais changé de licence. la Réunion Léla, on Donc, sait. donc voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que sur le palmarès, il n'y a quasiment pas de résultats en équipe. Parce que j'avais un tout petit club ici qui n'avait pas une équipe assez forte, mais j'ai quand même toujours voulu rester sur ce club-là. Donc voilà, la parenthèse sur les éléments que j'ai déposés dans le code de pointage et qui ont toujours mon nom, parce que les éléments, ils viennent et ils sortent en fait du code. Ils peuvent sortir s'ils ne sont pas assez faits. Et pour l'instant, ils y sont encore. Voilà. Je t'ai présenté à travers ton palmarès. Je trouve cette présentation totalement insuffisante. Donc, j'aurais bien aimé que tu me parles, toi, de la manière dont tu as vécu ton parcours sportif. Pourquoi la gym, comment tu as débuté, et puis voilà, fais-moi tout le déroulé jusqu'à aujourd'hui, enfin globalement, jusqu'à ce que tu décides de prendre ta retraite. Alors pourquoi la gym? Parce que, alors comme je disais, on regardait beaucoup le sport à la télé avec mon père, qui était vraiment quelqu'un qui était fan de la représentation en général des Noirs, des Réunionnais. Donc il voulait vraiment nous inculquer ça. Et au jeu, il y a aussi, donc on regardait, c'était Séoul, les Jeux de Séoul. J'ai découvert la gym par les Jeux de Séoul. Compétition, rivalité entre une Roumaine et une Russe. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé La à... grande époque de la gym, hein. C'était presque C'est ça, c'est ça, une série, j'ai envie de dire. Tu vois, tu c'est suivais le ça. truc pour savoir, mais alors, qui va gagner le C'est prochain ça. épisode? C'est ça, parce qu'en plus, quand on remet ça dans l'époque de l'instabilité politique du moment, l'URSS qui était en train de chuter, etc., c'est vrai que quand on le replace dans le contexte, c'était quand même passionnant. Bon, moi, j'étais petite, hein, je regardais la gym, je voulais juste refaire ce qu'elle faisait. Je m'en rendais Donc, pas compte à l'époque, hein. C'est aujourd'hui, ouais, avec le regard que j'ai, que je m'en c'est rendais ça. compte. Je te rassure, à mes yeux de petite fille, ça n'était pas capable d'imaginer même tout le contexte politique que ça pouvait engendrer. Mm. Et donc, du coup, j'ai voulu faire chez moi ce que je voyais à la télé.
Donc, dans mon jardin, je faisais des roues, je faisais je voulais faire des saltos, je voulais faire des choses, je grimpais. On avait une balançoire, je grimpais tout en haut de la balançoire. Donc, ma mère a dit non, parce que mon frère et ma soeur faisaient du karaté. J'avais essayé le karaté, ça me plaisait pas. Ma soeur faisait de la danse, j'avais essayé de la danse, je bougeais trop. Et donc, du coup, ma mère a dit, il faut bien qu'elle fasse quelque chose et on va lui faire quelque chose en sécurité. Donc, je suis arrivée au club de la GSB à Saint-Benoît, dans la ville d'à côté. Et dès le premier cours, en fait, l'entraîneur qui m'a accueilli, Jackie Martin, il a dit à ma mère, mais ça fait combien de temps qu'elle fait de la gym? Et en fait, ma mère a dit, mais non, mais elle n'a jamais fait de la gym. Elle fait le clown à la maison, mais elle n'a jamais fait de la gym. Et Mhm. après, du coup, bah, ça s'est enchaîné, c'est allé très vite. J'ai eu la chance d'avoir à cette époque-là à La Réunion le conseiller technique régional, c'était Roland Carrasco, qui est une grande figure de la gymnastique et de l'apprentissage en fait dans le monde du sport. Oui, il a écrit des Euh, livres, non, Roland Carrasco? c'est Je sais ça, pas pourquoi c'est son ça, nom, ouais, parce que son nom m'évoque et comme je suis c'est l'ancienne ça. STAPS, à un moment donné, C'est j'ai dû ça, connaître voilà. un En STAPS, c'est ce que j'allais dire. En STAPS, ces bouquins sont étudiés parce qu'il a travaillé sur tout l'apprentissage par des gestes de base. Donc, parce que la gym, c'est quand même un sport de base avec l'athlète. Et donc, du coup, il a fait la bascule entre ce qu'était la gymnastique très militaire, très discipline, etc., vers un apprentissage plus ludique, en fait, des gestes. Et donc, à La Réunion, il était CTR, il avait mis en place une détection qui s'appelait la jeune élite. Et il est arrivé à La Réunion dans les années 80. Et l'apogée en fait de ce programme, c'est qu'au Jeux de Sydney en 2000, sur 12 gymnastes français, il y avait 5 réunionnais, filles, garçons. Ah oui, Donc, d'accord. donc en fait, Ça, par contre, je m'en souviens pas, tu vois. c'est vraiment un programme qui a porté ses fruits au bout des 20 années. C'est un programme où du coup, il est sorti Eric et Patrice Casimir, il est sorti Nelly Ramassamy, Florent Marais. C'est des noms, en tout cas, dans la gymnastique qu'on connaît. Donc moi, j'ai fait partie de ce programme-là, programme de détection. Ensuite, j'ai fait un championnat de France où j'étais sélectionnée, détectée par les entraîneurs chinois sur un stage à Marseille à l'âge de 11 ans. Et à partir de 11 ans, je suis partie en pôle d'entraînement à C'était Marseille. facile de de prendre cette décision pour toi et pour tes parents parce que à 11 ans, tu quittes Ouais, l'île de la Réunion, l'île où tu es né, tu as grandi, tu as tous tes repères pour aller à ouais. Marseille. Alors, pour moi, oui. Moi, petite fille, moi, C'est l'aventure, tu te c'était, poses pas de questions, c'est ce que tu as ouais. envie de faire, c'est Moi, je logique. me Ok. posais pas de questions. J'étais déjà à La Réunion. J'avais un an d'avance à l'école, donc j'étais déjà en sixième et j'étais déjà dans une sixième classe sportive, donc avec d'autres sportifs. Et mes parents, en fait, c'est des gens qui viennent de milieux modestes et qui n'avaient pas eu la chance justement de vivre eux leur rêve quoi, de partir ou de se former ou vraiment d'aller au bout. Mon père il était directeur d'école, il m'a toujours dit c'est une opportunité. Par contre, alors après il m'a fait le listing de tout ce qui allait être difficile. L'éloignement, le froid, la nourriture, il m'a tout sorti en Non, me mais c'est disant bien parce que en quelque voilà, part, c'était c'est ça. honnête et tu savais à quoi Ah oui, tu c'est ça, t'attendre. Parce que des c'est fois, ça. enfin, c'était mon cas, je suis partie à l'aventure et puis ça m'est retombé sur le coin de la gueule, c'était pas si Mm. facile. Et pourtant, j'étais volontaire de partir. Donc là, tu partais avec une pleine connaissance Ah de oui, ce qui allait, ah ce que oui. tu allais Et vivre. j'avais aussi mes parents, en tout cas, on en a parlé dernièrement avec quelqu'un avec Yann Raipin, qui sort un livre là justement sur l'éloignement, un livre qui s'appelle Déraciné, sur ce qu'il a vécu comme sur cette partie de l'éloignement, de sortir de son île pour aller vivre sa passion. Et moi, je lui ai dit, moi, ça a toujours été présenté pour moi comme une opportunité. Et pourtant, à l'époque, La Réunion, c'était plus loin que maintenant de la France, en fait, parce que les Ah voyages, oui. c'était beaucoup plus cher. Aujourd'hui, Il y tu avait, peux faire un aller-retour c'est ça, rapide. il n'y avait pas d'aide à la mobilité, il n'y avait pas les nouvelles technologies pour appeler ses parents tous les soirs. Il fallait attendre, je me souviens très bien, il fallait attendre le dimanche soir et c'était chronométré puisque ça coûtait une fortune. C'était donc il y avait vraiment cette distance qui était marquée, mais on savait et on était presque programmé à l'époque. À La Réunion, il n'y avait pas d'université comme maintenant.
les enfants, en fait, étaient éduqués à ce qu'à un moment donné, si tu veux vivre un peu ta passion, te former, faire tes études, partir. Ma sœur avait 17 ans, était déjà partie, était déjà installée à Lyon pour ses études. Mon frère, il allait aussi partir pour faire ses études à Toulouse. Donc, en fait, moi, je suis partie, mais plus tôt. C'était. D'accord. Et donc, Oui, voilà. c'était Et pas pour la mes première parents, fois que tu évoquais le sujet de partir. Tu avais non. déjà des grands frères et grandes sœurs qui Ah étaient non, déjà chez nous, partis, ouais. donc Chez nous, c'était oui, c'était quelque une chose qui continuité. était, c'est ça, c'était quelque chose qui faisait partie un petit peu de la trajectoire de formation, pas forcément pour aller vivre après en France, mais au moins pour faire ses études et se former. Et donc pour moi, c'était, en plus, j'allais faire de la gym. T'aimes faire Génial. de la gym, t'as 11 ans et on te dit, tu vas aller dans un endroit où tu vas faire de la gym avec les meilleurs gymnastes de France et tu vas faire ça toute la journée. Alors, oui, bien sûr que j'y vais. Et pour mes parents, c'était plus compliqué parce que bah, ils ont quand même eu, il y a eu une personne, je crois, du pôle qui était venue pour les rencontrer, pour leur expliquer le système des familles d'accueil. Mon père était intransigeant et ça jusqu'à la fin de ma carrière sur le parcours scolaire. Donc, il fallait que ça soit hyper cadré, et ça l'était. Donc, ils ont eu quand même des réflexions parce que la société réunionnaise de l'époque, elle était, c'est pas celle de maintenant, hein, sur laisser partir son enfant comme ça. Ma mère, elle s'est quand même pris quelques réflexions en disant, elle est trop jeune, vous faites n'importe quoi. C'était pas simple pour eux. Je sais que c'était beaucoup moins simple pour eux que ça l'a été pour moi. Et sur le plan affectif, moi, j'étais entourée, j'étais, bah, tu le sais, on est pris dans le quotidien, quoi. On s'entraîne, on se lève, on va faire les cours, on fait les soins, on se couche, et puis le temps passe comme ça. Ma mère, elle Ta vie voyait est- ses enfants partir au fur et à mesure. Donc, les Noëls tout seuls, pour elle, c'était pas facile, quoi. Mais après, voilà, ça se fait. Pour moi, c'était très dur au tout début, l'adaptation, surtout à la Bah charge justement, d'entraînement. parlons de ton arrivée à Marseille, est-ce que tu arrives Mm, dans une famille d'accueil? C'est la particularité des gyms, hein. Nous, en athlée, mm. quand tu pars, c'est que tu es quasiment proche de la majorité. Donc, soit tu vas dans un crêpe, soit tu vas dans un hébergement étudiant. Les gyms, vous partez dans une famille d'accueil. Mm. C'est un univers totalement opaque pour moi, inconnu. Comment ça se passe? Tu arrives, c'est comment est choisie la famille? Comment tu es considérée? Tu t'es sentie comme une adoptée, comme une Conchita? Comment tu t'es sentie à l'arrivée dans cette famille? Bah, l'arrivée dans la famille d'accueil, déjà le choix, c'est forcément quelqu'un qui est en lien avec la structure. Donc pourquoi les familles d'accueil? Parce que le pôle de Marseille n'est pas rattaché à un CREPS, était un pôle indépendant en fait hors CREPS, parce que le CREPS était à Aix-en-Provence et qu'il y avait pas d'internat en fait, il n'y avait pas de Mais logement. même à l'âge de Donc 11 ans, on met les gyms en crêpes en internat. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils partent d'abord en famille d'accueil et puis après, éventuellement, non, en parce que crêpes. par exemple pour Antibes, je sais ils étaient en internat au CREPS D'accord, d'Antibes, au CREPS ok. Victor Carré. Donc, et puis c'est un petit peu plus âgé aussi, les garçons. Même s'il y en a qui partent très tôt, oui, ça, c'est un petit peu plus tard que les filles. Donc, nous, on arrive en famille d'accueil. Les familles d'accueil sont choisies parce qu'elles ont un lien avec la structure. Soit elles ont une. Moi, ce qui s'est passé, c'est que la fille de la famille d'accueil était gymnaste dans la structure d'entraînement. Et les parents, c'était drôle parce que ça, on me l'a dit après, mais on avait choisi cette famille d'accueil-là parce que le papa était vietnamien et donc il mangeait du riz et qui faisait et que la maman était italienne et que ce mélange culturel, j'allais forcément m'y retrouver. Bah, Et à La c'est vrai. Réunion, c'est un peu une réalité, quoi. Vous êtes une Oui, voilà, espèce de, c'est quoi, c'est très on s'est dit cosmopolite. que voilà, plutôt que d'être dans quelque chose d'un peu strict, donc là j'étais dans vraiment alors, déjà pluriculturalité avec les pluriculture, avec mes entraîneurs chinois aussi. Donc et dans cette famille d'accueil-là, on était deux sportives, deux gymnastes, plus la jeune fille de la famille. Euh,
Et il s'est trouvé qu'au tout début, c'était une fille qui après a arrêté la gym assez rapidement. Et après, c'est Cécile Canquetot, qui est ma meilleure amie, qui est maintenant l'entraîneur de Simone Biles, avec qui j'ai fait toute ma Ah, carrière. bah, tu vois, j'allais te demander si tu avais encore ces nouvelles de cette jeune fille, tu vois. Bah, bien sûr, Cécile, c'est la marraine de ma fille, je suis marraine de sa fille. Et en fait, voilà, d'avoir une copine d'entraînement, d'avoir cet environnement-là. Tous les week-ends, j'allais chez CC avec à Istres dans sa famille. Euh, en fait, moi, le quotidien, à part l'éloignement, parce que c'est sûr que ça pèse de ne pas voir sa famille, de rentrer que 2 fois par an, mais on se recrée en fait un peu un univers là-bas. C'est Et après, c'est plus pesant pour les parents. Et plus le temps passe, et plus nous, on grandit, les parents ne nous voient pas grandir. Et quand on rentre à la réunion, on sent un peu le décalage au fur et à mesure que le temps passe, quoi. Et donc voilà, donc Marseille, moi, en plus, j'ai adoré cette ville, j'adore cette ville. C'est Parce que tu y es resté longtemps, hein. Moi, je t'ai connu Ben, c'est ça, j'y suis plusieurs années restée. plus tard. On était déjà adultes, on C'est avait une ça, c'est trentaine ça. d'années, En fait, et tu étais encore à ouais, Marseille. je suis restée 25 ans à Marseille, au total. Voilà. Donc, ça fait, très, très, très grande partie de ma vie qui est là-bas. Encore des amis qui sont là-bas. Et c'est vrai que d'être venue ici en 2017, ça a été très bien pour ma fille et pour ma famille, parce que c'était important aussi que ma fille puisse avoir aussi cet environnement-là à La Réunion qui est quand même particulier. C'est quand même un confort de vie qui est intéressant. Mais ça pèse quand même de plus être à Marseille. Ça m'a fait du bien là, de repartir un peu en vacances cet été, de revoir les amis, mais de revoir la ville aussi. Parce que c'est une ville qui est... peut-être que tous les Marseillais disent Les ça. couleurs, les odeurs, finalement, tout ce qu'on C'est dit ça, de notre île quand on est parti, c'est c'est ça, aussi un c'est peu la ça, même chose quand on quitte une c'est ville ça. dans laquelle on a vécu 25 Et ans les gens, avec et les Marseillais. un accent, voilà, j'ai dit avec un accent qui est reconnaissable parmi tant d'autres, l'accent Mm. marseillais. À un moment donné, tu prends la décision d'arrêter ta carrière. C'est après l'année 2000, je crois. Oui, Pourquoi c'est et ça. comment c'est arrivé? Alors, faut rembobiner un Quel peu. âge déjà? C'est que moi, Ouais, j'étais rembobine. partie. Moi, j'étais partie en France. C'était vraiment partir en France pour faire les Jeux. Parce que j'avais vu les Jeux à Séoul. Je voulais faire la même chose. Je voulais faire les Jeux. Et donc, je, le, je me sélectionne, je m'entraîne, etc. Et en 96 arrivent les Jeux d'Atlanta. Je suis sélectionnée, je suis dans l'équipe. La place n'est pas discutée. Sauf que en 96, je fais quatrième au championnat du monde au bar asymétrique. Ça C'était reste un à peu Porto Rico, non? De ici. mémoire. C'était à Porto Rico. En plus, je fais quatrième, mais avec la troisième note, parce qu'il y en a deux qui sont ex aequo. Donc, du coup, c'est resté là. Et au jeu, je fais neuvième. Je suis première remplaçante en finale. Et là, je me dis, et moi, en fait, j'avais prévu d'arrêter après les jeux. Parce que j'étais partie pour faire les jeux et après, je voulais rentrer. Et en rentrant des jeux, ma mère, elle me dit, bon, bah, c'est bon. Elle était venue à Marseille et elle voulait préparer mes affaires pour que je rentre. Parce que moi, la particularité de mes parents, c'est qu'ils m'ont dit que c'est une opportunité de partir, etc. Mais ils m'ont jamais poussé à le faire. Au contraire, ma mère, elle était plutôt du genre à dire, bah, c'est bon, maintenant, tu as fini, tu peux revenir. Donc, T'as et là, la validé, question, c'est bon, t'es parti, allez, reviens, quoi. c'est ça. Et là, la question s'est posée avec mes entraîneurs qui ont dit, mais non, mais elle est super jeune, elle a 15 ans, c'est dommage d'arrêter maintenant. Mon entraîneur, il était comme moi, il l'avait là quand même, la finale olympique qui nous Tu était passée vraiment m'étonnes. sous le nez. Et donc, du coup, j'ai dit à ma mère, non, mais je continue un an, un an, un an, un an, un an. Et on est arrivé jusqu'au jeu de 2000. Et là, j'ai dit vraiment, je suis fatiguée, j'avais passé mon bac. J'avais aussi vécu un drame familial puisque j'avais perdu mon père en 98. Donc ça aussi, ça m'avait posé la question, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut... Donc la gym à ce moment-là m'a tenue en fait, puisque l'objectif des jeux était quand même... c'est ce qui m'a fait continuer et avancer. Et, euh, en 2000, après, j'ai dit non, mais c'est bon, je suis fatiguée, je vais arrêter. Et j'ai eu la chance en fait d'arrêter sur décision personnelle parce que à un moment donné... j'étais fatiguée et aussi
il n'y avait pas toutes ces avantages qu'ont maintenant les sportifs sur l'université, la possibilité de se former. En plus, j'étais à Marseille. À l'INSEP, il y avait des possibilités avec les écoles de kiné, avec des écoles de commerce, etc. Alors qu'à Marseille, moi, j'ai passé mon bac en 99 et après, je suis allée à la fac pendant 1 an, mais il n'y avait rien d'organisé, vraiment. Je m'y retrouvais pas. Et donc après, ma mère, elle m'a dit, ouais, ben, la gym, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir penser à se préparer à la vie, quoi, à la vraie Faire vie. un vrai boulot. Et voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'est vrai que voilà, déjà d'avoir fait 2 Jeux Olympiques pour une gymnaste, c'était bien. Donc c'est ça après j'ai eu la chance. J'ai dit, bah, je ferai les Jeux. Dans ma tête, je m'étais dit, je veux faire cette finale, peu importe ce qu'il arrivera, je veux rentrer dans cette finale olympique parce que il n'y avait pas eu de Française en finale olympique avant. Et, euh, et donc voilà, donc après, moi, qualifiée pour la finale à Sydney, je fais ma finale, je rentre à Marseille, et là, patatras, quoi. Là, je me retrouve complètement perdue parce que je ne sais rien faire d'autre. Ouais, encore plus les gyms. Voilà. Parce que vous mangez gym, vous dormez gym, vous vivez gym, vous rêvez gym. Enfin, Euh, le rythme de vie d'une gym, c'est un peu comme la natation, quoi. C'est presque une vie en autarcie, le truc. alors là, complètement en autarcie. Moi, pour le coup, j'étais complètement en autarcie. La chance encore que j'avais, c'était que jusqu'au bac, j'étais quand même scolarisée dans un lycée public, normal. On n'était pas au CNED ou. Et moi, c'est pour ça que quand j'ai été entraîneur, j'ai milité pour ça, pour que les filles restent en lycée et en collège, dans un établissement scolaire avec d'autres personnes. Euh, Parce qu'on peut être complètement déconnecté. Moi, la dernière année, dans la préparation des Jeux, j'étais déconnectée de la réalité, en fait, parce que je voyais personne d'autre que des gyms. Ma meilleure amie CC avait arrêté la gym avant moi, donc je la voyais quand même un peu moins. Je vivais chez mes entraîneurs. Bon, ça, moi, j'ai toujours adoré ça parce que autant ils étaient très stricts et très encadrants à l'entraînement, autant j'avais beaucoup de liberté quand j'étais chez eux. Euh, mais je ne savais rien faire. Je ne savais pas faire à manger, je ne savais rien de la vraie vie en fait, puisque tout était encadré. Je rêvais même pas de passer mon permis. Et donc du coup, quand je suis arrivée à Marseille et qu'on m'a dit, bah, maintenant la gym, il n'y a plus de gym à faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Ouais, la c'est ça, fac. concrètement, il se passe quoi? Parce que tu vis chez tes entraîneurs. Donc là, bon, tu arrêtes la gym, donc tu vas pas rester chez tes entraîneurs. Ça n'a pas Bah, de alors sens. justement, moi, j'étais tellement bien chez eux que je suis restée chez eux. Et eux, ils m'ont dit, Ah, bah ok. oui, il n'y a pas de Bah, problème, on t'aime bien chez nous, tu restes chez nous. D'accord. tu peux Ah, rester c'est chez nous. marrant, ça. Et c'est ma mère, en fait, qui m'a appelée un jour et qui me dit, mais tu vas rester chez eux combien de temps? Et je lui dis, bah, je sais pas, tant qu'ils veulent bien. Tant qu'ils veulent bien de moi. Et elle m'a dit, mais non, mais il faut que tu les laisses tranquilles. Maintenant, il faut que tu trouves quelque chose et on va chercher. Donc, je suis allée habiter avec Alexandra Solaire, qui était une super amie à moi, qui était gymnaste aussi, qui avait arrêté à ce moment-là. Et j'allais à la fac, mais c'était la solution de facilité, en fait, Facilité. d'aller en stage. Je m'y faisais pas vraiment parce que alors, c'était vraiment bizarre parce que j'avais un statut d'ancien sportif de haut niveau, mais je m'entraînais pas, je m'entraînais plus. Euh, je- et donc, ça passait pas du tout. J'arrivais pas à accrocher en fait avec les autres qui me regardaient un peu avec des yeux comme ça. Et moi, je savais pas trop pourquoi puisque je faisais plus rien. Donc, c'était Mais je vraiment suis une plus période très personne, arrêtez difficile. de me regarder. Et c'était vraiment très, très compliqué. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup trop fait la fête, mais c'était plus avec tous les excès qui va avec. Et jusqu'au moment où ma mère est venue physiquement à Marseille et elle m'a dit, non, 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 là, on va C'est quoi s'arrêter. tous les Euh, excès qui vont avec? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la vie étudiante, concrètement, c'est quoi? Alors, c'est pas la vie étudiante parce que justement, moi, je n'ai pas accroché à la fac en fait. J'ai essayé deux D'accord. ans staff Je parlais et de la vie étudiante, mais que festive à la limite. Je parlais même pas d'aller en cours là, mais il y a des voilà, étudiants c'est qui ça. se perdent un peu, hein. C'était festif, mais j'étais festif avec d'autres amis. C'était plutôt un.
Alors ça reste, ouais, si je peux en parler, mais en fait, moi, j'étais plutôt sur un groupe un peu de métalleux et de Marseille, Rock and roll. un peu à la marge, en fait. C'était plutôt un peu à la marge. D'accord. Et Ah, je t'imagine pas du tout dans ce rôle-là, c'est fou. T'avais quoi? Tu t'habilles en noir avec ouais, les maquillages noirs et les traits très noirs. ouais. Moi, je suis Ah rentrée de ouais. Sydney. Je suis rentrée de Sydney. 2 jours après, je suis allée me faire percer la langue. C'était et après, ça a enchaîné comme ça. Et à un moment donné, ma mère, elle est arrivée et elle a dit non, stop, on arrête tout. On va. Heureusement que elle avait placé un peu d'argent quand j'avais eu des primes, etc. Donc j'ai pu m'acheter un appartement sur Marseille. Et surtout, ce qui a été important, c'est qu'elles se sont mis d'accord avec l'ancienne directrice donc la personne d'Anis Cotto, qui a été directrice du pôle de Marseille à l'époque, euh, que j'avais écarté en fait. Parce que moi, souvent, j'entends beaucoup de sportifs de haut niveau qui disent qu'ils n'ont pas été suivis dans leur reconversion, qu'ils n'ont pas été conseillés, etc. Moi, je sais que la directrice du pôle m'appelait et que je ne répondais pas parce qu'elle avait pris des rendez-vous pour des bilans de compétences, parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire en fait. Je ne savais pas. Et Je puis n'avais j'ai l'impression absolument. que c'était aussi un peu le sas de décompression parce qu'une Ouais, vie de c'est ça, ouais, gym, c'est ça. bon, tu m'as dit que Roland Carrasco, il a passé le mode d'entraînement militaire à un mode d'entraînement un peu plus ludique, mais pour autant, le rythme de vie d'un Ah oui. gym, Ah non, c'est avec très, les très Chinois, c'était. militaire, quoi. En Ouais, termes ouais. d'emploi du temps, c'est très strict. Donc finalement, tu avais peut-être besoin aussi de se lâcher Oui, prise. Et puis le fait de percer ta langue, c'est presque une rébellion et de marquer physiquement le changement de vie. Tu vois, comment on se coupe les cheveux, oui, comment on se peint oui. les cheveux, etc. Bah, peut-être que là, tu te Oui, dis, OK, la gym, elle est finie. Enfin, El Virtesa gymnaste, c'est fini. Maintenant, je me cherche en quelque part en mm. termes de nouvelles personnes. Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu comme une crise d'ado à retardement, en fait. C'était un peu Un ça. retardement, oui et non. Tu avais 19 ans quand même. Hein. Oui, oui, mais Donc, bon, finalement, c'est aussi encore la période où on est encore oui, un peu en voilà. crise. Quoi. C'est un peu, on va dire que c'est un peu ça. Et puis c'est surtout, je voulais couper avec justement alors la gym, c'était très cadré, ça m'allait très bien parce que moi j'ai eu une éducation à la Réunion, mes parents étaient très, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais très psychorigide. C'était quand on me dit oui, là-bas c'était très cadré, je dis oui, mais chez moi ça aurait été pire. J'ai fait beaucoup plus de choses là-bas que si j'étais restée chez moi. Donc en fait, c'était vraiment pour sortir un peu du cadre. Et c'est vrai que la directrice du pôle, donc Denise Cotto, ensuite on a rediscuté, elle m'a repositionné. Bon, ça, cette période un peu floue là, que maintenant, bah, je peux mettre des mots dessus, c'était quand même une dépression. Voilà, clairement. C'est, Ouais, mais il y a le mot euh, dépression blanche ou dépression inconsciente. Et je pense que beaucoup de sportifs passent par là. Et de toutes les ouais, façons, à l'époque, on n'en parlait pas. Ça, oui, la parole se libère aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. La reconversion professionnelle, à la limite, c'est avéré depuis le début. Puisque quand on est gym, mmh, athlète ou plein d'autres disciplines, c'est ça. tu sais que tu peux pas arriver jusqu'à tes 50, 60 ans. Donc, tu sais bien qu'il va falloir bosser à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on passe quasiment tous plus ou moins consciemment par ce moment où on est perdu Mmh, ou de mal-être. c'est ça. C'est un mal-être. Après, bon, j'ai quand même profité, hein, j'étais pas, mais voilà, il fallait à un moment donné tout recoller et se remettre un petit peu en marche vers quelque chose. Et celle qui m'a donné l'idée, donc du coup, c'est comment elle s'appelle, Denise Cotto, elle m'a dit, bah, puisque tu sais pas trop quoi faire, plutôt que de perdre ton temps à aller à la fac et ne pas vraiment y croire et pas s'y s'adapter, passe ton brevet d'État, premier degré, vois si ça te plaît, parce que moi, j'avais dans la tête depuis le début que je serais pas entraîneur. Des fois, Ah, on a des croyances comme ça. Je serais pas entraîneur pourquoi, parce que c'est pas un vrai pourquoi tu voulais métier et que c'est nul. sûrement Voilà. pourquoi tu voulais pas être entraîneur. Ah, parce que c'est pas un vrai métier et c'est nul. Voilà, dans ma tête, c'était ça. Voilà. Je veux pas faire ça. Voilà. Et bon, j'ai quand même passé les brevets d'État. La, la chance que j'ai, c'est que on m'a pas donné mon brevet d'État parce que c'est pas qu'il y en a certains qui ont donné, mais il y en a, ils ont un peu des brevets d'État, ils font à peu près 3 semaines de formation et ils ont quand même la qualif. Moi, la directrice nous a obligés, parce que du coup, je me suis retrouvée avec Cécile Canquetot.
et Magali Rufato, mes anciennes amies, non, mes amies avec qui j'ai fait Ah ma oui, elles carrière. sont encore tes amies. Et bah oui. Et on a passé le brevet d'État premier degré. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été mise dans un club, un tout petit club de Marseille. Un club très familial, un club euh, qui était. Et donc j'ai découvert ce que c'était la gymnastique hors du haut niveau. Et j'ai découvert ce que c'était que la vie associative, ce que c'était d'organiser un loto, d'avoir une vraie vie en fait, parce qu'un pôle d'entraînement de haut niveau, c'est pas ça. Si tu viens, tu t'entraînes, tu consommes en fait le système. Tu as des amis et tout, mais tu consommes. Alors que là, j'ai découvert la vie associative. J'ai découvert ce que c'était que d'entraîner de l'animation, des tout petits, de faire de la gym adulte. Et en fait, j'ai découvert le panel de ce que ça pouvait être qu'être entraîneur. Et ça m'a intéressée. Et donc après, encore, bah, c'est quand même quelqu'un qui est très présente dans ma vie. Cécé Canqueto, elle a entendu parler du concours du professorat de sport et elle m'a dit, bah, viens, on le prépare ensemble. Je dis, oh non. Et j'étais encore dans la peur de me dire, ouais, La pour être flemme. entraîneur de haut niveau. Entraîneur de Ah haut ouais, niveau, ouais. J'ai la flemme, je veux plus voir ça et tout. Elle me dit, ah, s'il te plaît, et tout, comme ça on se motive, on le fait à deux, on le prépare, le concours du PSHN à l'INSEP. Et en fait, il s'est avéré que sur le probatoire, bah, moi je suis passée et elle n'est pas passée. Et donc là, ça a été difficile pour moi parce que bah, il fallait que je parte à Paris et il fallait que je parte seule, quoi. Et, et là, c'était pas facile. Bon, après, j'ai fait les 18 mois à Paris. C'est ma annoncé qu'elle partait aux États-Unis. Là aussi, c'était encore, encore difficile. L'autre coup de grâce, entre guillemets. C'est ça. Mais bon, après, voilà, chacun, on sait aussi que la vie avance, chacun a ses trajectoires Pourquoi elle et fait le choix de on est partir aux encore. États-Unis, elle? Parce que ça a toujours été son rêve. Et Et parce toi, que, t'as pas eu envie de la suivre, d'autant que tu as connu Atlanta 96, qui a été médiatiquement parlant des JO. Alors, je sais pas si c'est une combinaison de mon âge, le fait que certainement je débutais un peu l'athlé, etc. Mais c'était des JO, pour moi, d'anthologie, hein. Médiatiquement parlant, ça a été extraordinaire. ouais. Ouais, bah moi, j'ai 1000 fois préféré Sydney. Mais après, c'est parce que j'ai un peu une aversion pour les États-Unis, Ah, et pour cette partie des États-Unis, puisqu'en plus, elle est partie s'installer en Oklahoma et après au Texas. Donc, oui, c'est c'est pas pas les les côtés les plus marrants. c'est pas les Sauf pas États les les. plus sympas. Et que moi, Ouais, aux ouais. États-Unis, je suis partie en Georgie et en Floride. Donc, mais après, j'imagine que c'est un super pays, hein, parce que j'avais eu la proposition si je voulais partir à UCLA ou si je voulais partir, parce que moi j'avais beaucoup aimé Sydney, j'étais partie à Sydney. Mais en fait, j'avais tellement été, pas baladée, mais je m'étais déjà expatriée petite que je voulais plus, quoi. Je voulais me poser. Je voulais pas repartir, reconstruire. Ça a été difficile. Et c'est pour ça que le parcours qu'ils ont avec Laurent, il est exceptionnel parce que les gens, ils voient maintenant que c'est les entraîneurs de Simone Biles, c'est tout. Mais moi, Et de j'en ai les frissons et tu vois, ça me donne presque les c'est larmes parti rejoindre. parce qu'au début, c'est pas facile, quoi, pour eux, quoi. Et, euh, et, et ils ont tenu le coup et voilà, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font là. Et, euh, et donc voilà, bah moi après professorat de sport, je suis contente, j'ai le professorat, je retourne à Marseille et là après s'enclenche Mais après je retourne sur mon pôle où je me suis entraînée. Donc là Ça aussi, change quelque chose? posture un peu. Bah les gens ils n'avaient pas changé en fait. Ah Et moi oui. par contre j'avais changé de statut. La J'étais petite plus tout Elvire à fait. qui change de statut, en effet. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il a fallu que je fasse petit à petit ma place aussi en tant qu'assistant entraîneur, après entraîneur responsable à la poutre. Et après, au bout de 10 ans, bah, j'avais pris la responsabilité du responsable du projet de performance. C'est un grand terme pour dire juste que quand il y a un problème, on t'appelle, hein. C'est plutôt ça. J'aime bien le résumé. Et que tu dois faire des résultats. Et après, bah, au bout de 10 ans, on a fait le tour.
dans la même structure, il faut passer à autre chose, quoi. Et passer autre chose, Et c'était aller à c'était rentrer à la passer, réunion. passer en service. Donc, du coup, je suis d'abord passée à la DRD JSCS. Donc, c'était délégation dans cette direction régionale et départementale jeunesse et sport. Et où j'ai travaillé sur un dossier sur l'insertion par les métiers du sport. Et ensuite, quand il y a eu la possibilité quand il y a eu des postes qui se sont libérés à La Réunion, j'ai postulé. Avec mon conjoint de l'époque, il avait aussi postulé sur un poste à la PJJ. C'était le coup de poker de savoir si on allait tous les deux l'avoir et on l'a eu tous les deux en fait. Et donc, après, il y a eu aussi, dans le changement de vie aussi, il y a eu les attentats de 2015 qui m'ont quand même pas mal marqué. Les, euh, les élections de 2017, avec cette ambiance un peu ça a libéré une parole qui m'a pas forcément plu. Je voulais pas que ma fille vive un peu dans ce truc-là. Et donc, je suis revenue à La Réunion aussi pour ma fille, qu'elle ait un environnement qui soit plus sain, quoi. Mais voilà, je suis revenue à La Réunion. J'ai eu un dossier. Le premier dossier que j'ai eu, c'était sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau, des structures de haut niveau et des conseillers techniques. En 2020, il y a eu changement de gouvernance dans le sport de haut niveau, donc ce dossier-là est passé au CREPS. Et moi, comme je suis restée à la Dragesse, j'ai basculé sur un autre dossier. Et là, maintenant, je suis sur les aides à la professionnalisation du mouvement sportif. Donc, c'est gestion des crédits de l'Agence nationale du sport pour aider les emplois, en fait, le développement des emplois. Justement, comment vit la petite Elvire Teza qui ne voulait surtout pas être coach à Elvire aujourd'hui qui finalement évolue dans le milieu de la gym? Comment tu le vis, toi? T'en es heureuse? Tu te sens encore enfermée? Tu te dis, avec le recul? En fait, depuis 2017, je suis plus dans la gym vraiment, je suis dans le sport. Mais je suis vraiment plus dans la gym parce que depuis que je suis venue à La Réunion, j'ai pas forcément été contactée par le comité de gym pour faire des interventions. Je suis venue, j'ai aidé des copains entraîneurs sur leur gymnaste, sur une ou deux séances. Mais au contraire, c'est un peu, je sais pas si dans les Antilles c'est pareil, mais quand on est un ancien sportif de haut niveau et qu'on rentre, c'est difficile de trouver sa place en fait, parce que les gens, alors pour le coup à Marseille, entre ce que j'étais et entre arrêter la gym à 19 ans et revenir à 25 ans en tant que prof de sport, il faut trouver sa place. Mais quand on est parti à l'âge de 11 ans et qu'on revient à l'âge de 37 ans, 36 ans, et que les gens ont toujours l'image de la sportive et qu'ils n'ont pas suivi en fait ce qui s'est passé entre-temps, là c'est plutôt compliqué. Parce que les gens ils renvoient que le temps a passé. Et moi, je leur envoie, oui, il est passé pour vous aussi. Oui, pour tout le monde, le temps passe. C'est ça. Je ne Et fais pas donc, exception. les gens, quand ils te voient, ils disent, ah oui, c'est Elvire Teza, Elvire Teza, ça me dit quelque chose. C'est toi. Oui, c'est moi, oui. Et puis, il y a ceux qui profitent que de l'aspect ancien sportif, qui veulent chercher ça, dans le monde politique, dans le monde, voilà, c'est l'image, quoi, qu'ils vont chercher. Sans prendre en compte le fait qu'il y a aussi une expérience professionnelle qui s'est construite quoi, tout au long de ces années-là. Quoi. Donc, J'ai l'impression qu'il y a une petite déception sur ton retour à La Réunion. Quand même. Comment? J'ai l'impression qu'il y a quand même une déception sur ton retour à La Réunion. Alors, c'est pas une déception parce que j'avais pas forcément d'attente. C'est bizarre parce que c'est une espèce de non-anonymat qui n'est ni... En fait, je sais pas. C'est ni valorisé, forcément... ni c'est ça, complètement... c'est Ouais. anonyme. Au moins, à Marseille, je savais que dans la rue, j'étais anonyme et que dans le monde sportif, j'étais reconnue. Ça, c'était assez clair. Ici, je sais pas, c'est un espèce d'entre-deux qui est assez bizarre. Donc après, moi, je fais ma vie et j'avance dans mon travail comme je peux. Ce qui est compliqué, c'est que dans mon travail, me revient un petit peu, forcément, en boomerang tous les souvenirs, les personnes qui sont dans le réseau, parce que c'est des personnes qui connaissent forcément mon parcours, etc. Après, est-ce que la parole que je porte est entendue ou pas? Ça, c'est autre chose. Et voilà, c'est toujours
voilà, comment il y a sur cette image le sportif de haut niveau. Est-ce qu'il est là parce il a vraiment mérité d'être là? Est-ce qu'il a vraiment passé son concours? Est-ce que on lui a donné? Est-ce que moi je dis mais je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait quoi. Bien sûr que j'ai passé mon concours, bien sûr que si je suis là c'est parce que j'ai des compétences et on m'a pas offert un cadeau mon poste pour venir quoi. C'est ça qui est un petit peu compliqué. En France, on aime bien sanctionner une compétence par rapport à un diplôme, alors qu'en fait, les gens Mm. oublient. Je pense qu'on devrait plus se focaliser sur la valeur ajoutée d'une personne. Donc, à la limite, partons du principe qu'on te l'ait donné. Partons de ce principe. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Mm. Mm. Mais Elvire Teza a des compétences valeureuses dans le monde de la gym. Qui peut contredire ce fait? Tu vois, je veux dire, tu peux Mm. considérer qu'on a donné son diplôme, mais est-ce qu'elle n'a pas plus de compétences que quelqu'un qui a trimé, mais qui comprend pas le haut niveau, qui Ouais. comprend pas forcément, mais qui connaît la gym que par théorie? Tu vois, c'est un débat que j'ai pas la réponse. Je dis toujours, je suis pas l'oracle. Mais à un moment donné, il faut arrêter de chercher la certification. Un médecin, il est diplômé, forcément, sanctionné par un doctorat. Pour autant, on s'accorde tous à dire que ce médecin-là est moins bon que l'autre. Tu vois, Mm. c'est bien une histoire déjà de relations humaines, et puis ensuite de compétences. Oui, après, mais je Intrinsèques. pense que c'est pas propre à moi, hein, parce que je vois des anciens sportifs de haut niveau ici. Bah, c'est pas eux qui sont forcément mis en avant ou qu'on va chercher quand on cherche de la compétence. Alors que je sais qu'ils l'ont. Après, ça veut pas dire que tous les sportifs l'ont aussi, hein, mais il y en a certains, Ah bah, ils ben, se sont formés. clairement que non. Il y en a certains qui se sont formés là-dedans, qui sont intéressés, qui sont brillants, mais il y a comme il y a comme une peur, en fait, qu'on arrive et qu'on prenne la place. Oui, Il oui, voilà. y a aussi Une cette sorte de peur crainte-là. Ouais. Voilà. Mais après, non, le retour à la Réunion, moi, pour moi, il est positif pour tout ce qui est affectif au niveau de ma famille, etc. Difficile par rapport au manque de ma vie à Marseille, des amis, de la ville, de l'éloignement quand même avec Marseille. Et après, le travail, ouais, un peu. C'est Exactement. Si j'ai la chance de t'avoir de l'autre côté de mon écran, puisque moi je te vois, ouais. aujourd'hui, c'est justement parce que tu es en arrêt maladie. Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Bah, un petit burn-out parce que moi je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, un peu trop à fond parfois, qui s'investit beaucoup dans le travail et dans ce que je fais. Et que là, bah, on arrive à un point où je suis un peu. Le service dans lequel je travaille est un petit peu débordé avec toute l'actualité sur le ministère des Sports qui est en ce moment, qui s'accumule Oui, avec avec, l'approche des JO de Paris. avec l'approche des Jeux, avec la grande cause nationale, avec des objectifs qui vont être augmentés et pas forcément d'agents en plus, quoi. Et Donc à un comment tu moment vas? donné, Avec quoi? comment? Comment tu vas? Du coup, comment tu te sens? Bah moi, j'essaye aussi de me rattacher à ce que je disais en fait, d'avoir qu'est-ce qui va bien, quel est l'avantage les avantages qu'il y a eu d'être venu ici, et puis essayer de retrouver un peu d'intérêt et de plaisir ailleurs que dans le travail. Et parce que je suis un peu isolée ici. Moi, j'habite à 30 km de Saint-Denis, de là où je bosse. Je suis proche de ma famille. Ça, c'est l'avantage pour gérer ma fille et puis les voir tout simplement, quoi, parce que je les ai pas vus pendant longtemps. Mais après, sur la vie sociale, sur l'intégration, vraiment, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je me suis remis à la danse l'année dernière. Donc ça permet de créer Un lien un petit social sas pour un lien et puis de social, voir autre l'intérêt. chose. Et puis voilà, et puis moi-même, quoi, pour le physique, pour la tête, c'est important. Et puis voilà, je profite de ce temps-là pour essayer de me remettre aussi un peu en forme et de relancer la machine quand elle a été épuisée, quoi. Oui, quand je t'ai Mais demandé, j'ai posé une question avant qu'on enregistre le podcast sur sur ton arrêt maladie. Tu m'as dit qu'il y a un lien justement avec le podcast du jour. Quel est le lien entre les deux?
Bah, le lien, c'est ça, c'est de trouver sa place. De trouver sa place et de faire partie d'un groupe à nouveau, en fait. Parce que moi, voilà, sportif de haut niveau, j'ai été encadrée, j'étais dans un groupe parce que la gym, c'est un sport individuel, mais qui s'entraîne avec un entraînement où le groupe est très fort et très important. J'ai toujours eu besoin de mes amis. Comme on parlait, de Cécile Canqueto, de Magali Rufato, ça c'est mes amis, même si on est chacune sur un continent différent, on reste, euh, on reste quand même assez proches. Quand on se revoit, on est toujours super contents. Et puis moi, on m'a parlé dernièrement de la dépression justement du sportif de haut niveau, du deuil qu'il y a à faire. Et moi, je pense que la vraie coupure, elle s'est passée en 2020 quand j'ai dû lâcher le dossier d'accompagnement des sportifs de haut niveau, qui me permettait encore quand même de garder un peu un lien avec ce milieu-là. Ça a été quand même quelque chose de très difficile en fait. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que tu voulais surtout pas aller sur le haut niveau au départ. Ouais, et là, tu dis que la difficulté pour toi, c'était de lâcher le haut niveau. C'était ça. Mais ce qui semble logique. C'est ça, je pense que. C'est ça, je pense qu'en fait, la gym, ça a été à 19 ans, quand j'ai dit j'en veux plus, je veux plus en entendre parler, c'était un ras-le-bol immédiat. Et après, j'ai quand même fait la bascule le deuil de sportif. Je pense que je l'ai fait quand même assez vite. Il s'est fait. Quand je suis passée entraîneur, ça a été 10 ans où je me suis éclatée, quoi. C'était vraiment sympa avec l'accompagnement des sportives, etc. Et le lien avec les autres entraîneurs, c'était un groupe, en tout cas, sur la préparation des équipes de France, etc. Et après, quand il a fallu vraiment couper en 2020, on dit souvent qu'il y a une page qui se tourne. Là, moi, c'est vraiment un livre qui s'est fermé, quoi. Et je pense que c'est un petit peu un contre-coup de tout ça là que je vis en ce moment, parce que là, je me remets. Depuis l'année dernière, j'ai en charge le dossier d'animation territoriale des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, c'est reparler, se remettre en lien avec les structures, avec les sportifs à valoriser. Je suis moi-même beaucoup sollicitée pour aller discuter dans les écoles et faire des échanges dans les établissements scolaires avec le dispositif Génération 2024. Et donc, c'est me replonger en fait dans le vécu. Je pense que tout ça, c'est quelque chose que là, il faut encaisser, digérer et accepter en fait. Qu'il y a eu que ça fait partie Est-ce que tu es suivie de ma vie. Comment ? Est-ce que tu as choisi d'être suivie par un professionnel ? Oui. Là, oui, maintenant, oui. Puisqu'avant, je fermais un peu les yeux sur ces aspects-là. Et là, maintenant, oui, il faut parce que moi, quand je raconte là, ça commence à aller mieux. Je sais pas si c'est aller mieux ou aller moins bien ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, maintenant, c'est vrai que j'en parle un peu plus facilement. Mais quand je parle de mon vécu de gymnaste, j'ai l'impression de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est tellement pas c'était tellement une vie différente. Et que les gens, on en rigole avec Nelou Pop, qui est entraîneur de l'équipe de France. Et à chaque fois que je le vois, je lui dis, mais toi, tu es le seul qui me connaît sur toute la trajectoire, en fait. Puisqu'il m'a connu gymnaste, il m'a connu entraîneur à Marseille, il me connaît parce qu'il vient en vacances ici et qu'on se voit. J'ai dit, toi, tu as vraiment vu toute l'évolution. Et il y a peu de personnes, en fait, même ma propre famille, en fait, ne sait pas vraiment ce qui s'est passé la période là-bas. Donc, cet aspect-là, c'est difficile, c'est de retrouver un groupe dans lequel on puisse s'identifier, quoi. Et justement, 23 ans plus tard, parce qu'il s'agit de ça, hein, tu arrêtes en 2000, on est en 2023. 23 ans plus tard, qu'est-ce qui est encore douloureux ? Alors, je sais pas, il n'y a pas de douleur. C'est pas, contrairement à d'autres qui seraient. Alors moi, c'est pas de la douleur, c'est plutôt une incompréhension en fait. Moi, j'ai été toujours une sportive. Alors là, on sort peut-être un peu du podcast et je sais pas. Je sais pas si on est entre le psy ou le. Mais
Mais non, mais moi, en fait, j'ai toujours été un peu en décalage parce que j'étais une enfant. Maintenant, on met le mot dessus d'enfant précoce. Avant, ça n'existait pas, hein. J'avais un an d'avance à l'école. J'avais des facilités à l'école. Donc, du coup, j'avais déjà un an de moins que tous les autres de ma classe. Dans mon groupe d'entraînement, j'ai été souvent la plus jeune. J'étais longtemps la plus jeune. Euh, et je suis toujours un petit peu en décalage avec les autres. Donc, c'est cette histoire de trouver sa place et de faire partie, d'être comme les autres. Après, quand on est réunionnaise, qu'on arrive à Marseille dans les années 90, il y a, alors, je vais pas dire que j'ai souffert de racisme, parce que c'était pas du racisme, c'est un racisme ordinaire. Quand on te dit que Ouais. tu parles petit nègre, quand on te dit, est-ce que chez toi il y a des voitures, est-ce que c'est quoi, tu vois, c'est un imaginaire que les gens se créent sur toi qui est pas le même. Les modèles, on parlait des modèles. Moi, des gymnastes auxquels je pouvais m'identifier, il y en avait peu. Le, des Simone Biles, il n'y en avait pas. Des, dans les années 90, les modèles, c'était des mannequins. Les seuls noirs qu'il y avait, c'était Naomi Campbell ou Tyra Banks. Genre, Maintenant, les modèles ont évolué, les sociétés ont évolué. Donc, en fait, il y a vraiment cette histoire d'appartenance, en fait, à un groupe. Ici, je sais que quand on discute hein, avec les autres sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup qui sont un peu dans l'aigreur de ne pas avoir eu la reconnaissance quand ils sont rentrés, de ne pas avoir eu je sais pas, ce qu'ils voulaient. Moi, je ne suis pas dans une douleur ou dans une recherche de reconnaissance. Moi, c'est juste cette prise en compte de que quand on arrive, on est ancien sportif, d'accord, mais on a aussi un bagage qui s'est complété, quoi. Et ça, c'est dommage que ça soit pas pris en compte. Quand on arrête sa carrière, beaucoup de choses changent, notamment le rythme de vie, ça c'est une évidence, mais à la limite, pour certains, c'est un soulagement. Le physique aussi change. Comment tu vis, toi, l'évolution physique de la petite gymnaste à la femme de 42 ans? Alors moi, j'ai toujours eu des problèmes sur mon équilibre de poids. Et ça, pareil, on me dit souvent c'est la gym, c'est parce que la gym c'est strict. Il y a eu dernièrement une vague un peu c'était pas balance ton porc, mais un peu balance ton entraîneur hein, dans la Oui. gym, sur ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. Moi, je suis pas là-dedans parce que je sais que mes entraîneurs, j'ai énormément de respect pour eux et je sais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait ce qui était le mieux, ce qu'ils pensaient le mieux pour nous avec les compétences qu'ils avaient à l'époque et avec les références qu'ils avaient à l'époque. Donc moi, j'ai pas de, j'incrimine pas la gym sur cet aspect-là, sur les difficultés à maintenir un poids équilibré, d'être équilibré sur cette partie-là. Parce que comme je le dis, les années 90, même pour les gens qui n'étaient pas sportifs, je suis désolée, moi, j'ai vu toutes les mamans au régime, toutes les grandes sœurs au régime, tout le monde parlait. C'était une hypocrisie hein, quand même de dire oui, équilibre, etc. Tout le monde était au régime. Les, les mannequins, c'était Kate Moss, c'était pas Kim Kardashian. Clairement. donc, euh, donc voilà, je pense que on poserait la question à toutes les filles qui ont été adolescentes dans les années 90. Elles ont un rapport au corps qui est quand même assez compliqué. Et alors après, si on rajoute à ça le fait d'avoir été dans une discipline artistique, parce que je pense pas que ce soit aussi que la gymnastique, hein, toutes les disciplines artistiques, c'est difficile à vivre de changer de corps, changer de morphologie, de plus avoir le, le corps d'une sportive, mais après, si on n'est pas sportive, on a pu avoir un corps de sportif, quoi. Donc ça, moi, je sais que j'ai un rapport au corps qui est très compliqué. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qui avancent. Ça va avec l'acceptation, en fait, de changer, de changer de vie, tout simplement, quoi. Si on change de vie, on n'a plus le même physique, c'est normal. À l'époque, c'était déjà un souci pour toi, le physique? Tu te posais déjà la question du physique ou c'est vraiment arrivé au fur et à mesure des années, au cours de ces 23 dernières années? Ah non, moi déjà, quand j'étais sportive, mais moi, alors, on en revient toujours au même. La gym, le modèle, celle qui gagnait, c'était le modèle caucasien ou chinois, quoi. Ouais. Donc, moi, j'avais un modèle.
Indo-Mozambique, excuse-moi, mais ça correspondait pas, ça correspondait pas au morphotype qui était la référence, De la quoi. gagnante. Donc, il fallait batailler pour être toujours au top, pour être. Moi, j'ai été sur la fin de carrière. Ça aussi, c'était compliqué, quoi. C'est qu'il fallait. Il n'y avait pas de. Maintenant, ça a beaucoup changé. Quand je vois le gabarit des gymnastes, mais c'est pas du tout le même. Pas du tout. Mais parce que la société n'était pas la même. Les modèles, les disciplines artistiques, elles se calent sur les canons de beauté de la société du moment. Et aussi, la discipline gym a énormément évolué au niveau physique, dans le sens où aujourd'hui, c'est Musculaire. encore plus haut les vrilles. Enfin, je maîtrise Mm. beaucoup moins les termes que toi. J'ai arrêté, enfin, moi, j'ai arrêté, je crois. J'avais 12 ans, la gym, donc je dû faire peut-être 3-4 ans. Mais aujourd'hui, c'est encore plus physique, la gym. Il faut que les sauts soient spectaculaires. C'est devenu un show. Oui, Enfin, oui, c'était oui, c'est déjà un devenu show. un. Non, c'est encore, c'est Ouais. exacerbé. En fait, ce qui a beaucoup changé, je trouve, quand je regarde la gym maintenant, c'est l'ambiance. Nous, on était encore dans cette gymnastique très pas militaire, mais très cadrée. Quand on regarde les photos des podiums, ça me fait rire toujours quand je regarde les podiums. Oui, on fait des tronches, mais on fait la gueule, on est fatigué, on a les cernes jusque-là. Alors que là, maintenant, on voit les filles, elles font le show, elles rigolent, elles dansent, elles font des. Mais nous, c'était carrément pas possible, quoi. Après, on n'avait pas le même âge aussi. Là, c'est Ouais, des femmes. Elles ouais, sont plus aujourd'hui, âgées. l'âge de la Les, retraite, les... c'est repoussé. C'est ça. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Le matériel a changé aussi. Donc, on est sur des matériaux qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont plus adaptés pour la répétition, pour les réceptions. Nous, c'était voilà, il y a 30 ans qui sont passés, quoi. Et ça se voit. Mais vraiment, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est morphologiquement et sur l'attitude, quoi, des gymnastes. Nous, on parlait pas, on était. Et là, on a vraiment des filles qui sont hyper expressives. Je pense que les réseaux sociaux ont aussi bougé, ont aussi leur rôle là-dessus, parce nous, nos entraîneurs craignaient les médias, craignaient la communication, craignaient un petit peu l'émulation qu'ils pouvaient avoir à côté, quoi, qui pouvait nous distraire. Alors que là, maintenant, c'est presque recherché. Aujourd'hui, ils en font une force, j'ai envie de dire. C'est un C'est canal ça. de communication Ouais, et c'est puis ça. Même les les sponsors sponsors, cherchent etc., ça. passent par là. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, comme on est sur une pratique où les gymnastes sont plus âgés, ben, il faut qu'elles arrivent à avoir des sponsors pour avoir une activité professionnelle, quelque chose qui soit un peu lucratif. Et donc, elles vont chercher ça. Alors que nous, on était plutôt dans surtout pas ça. Et pourtant, tu en parlais tout à l'heure, tu as quand même réussi à générer financièrement de quoi acheter un appartement. Je me Oui, rendais pas bah compte parce que que les j'ai. gyms étaient quand même, pouvaient gagner une certaine somme, disons. Bah, en fait, c'est parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir France Télécom qui était le mécène de la fédération, donc avec un budget qui était assez conséquent sur l'accompagnement des sportifs si on faisait des D'ailleurs, il y avait même performances. une compétition qui portait leur nom. Oui, c'est ça, ouais. Il y avait les internationaux, je crois que c'était France Télécom, hein. Et il y avait un partenariat qui était fort aussi avec France Télévisions. Et moi, j'ai eu la chance, ce qui a vraiment été le tournoi qui a fait que j'ai pu engendrer un peu quelques primes, c'était l'American Cup, qui était sponsorisé par Visa. Que Donc tu là, j'ai fait gagnes, deux il me médailles. semble. Je Ouais, c'est ça. gagne, je gagne aussi des barres. Donc là, forcément, ça fait. Et puis, j'ai eu des parents qui ont été. Une maman qui a été qui a Prévoyante. très bien géré tout ça, en fait. Parce que moi, je n'avais rien du tout. Est-ce qu'à un moment donné, tu décides de prendre ta retraite alors que qu'est-ce que tu voulais réaliser dans ta carrière que tu n'as pas réalisé? Alors moi, j'ai pas fait de médaille au championnat du monde. Voilà, ou au jeu. Moi, ça restera toujours. C'est, Maintenant, c'est plus un regret parce que j'ai réussi à avancer là-dessus, à me dire
4e mondial, c'est quand même pas mal en fait. Dans tout le monde, C'est- c'est quand même. Mais au-delà de quatrième mondial, je sais que généralement, c'est con, hein, c'est tellement con qu'on estime sa valeur par rapport au nombre de médailles qu'on a pu avoir, etc. Alors qu'en fait, Elvire, tu as une figure qui porte ton nom, mais c'est un truc. Mais je te jure, à chaque fois que je repense à ça, je pense à cette figure sur la poutre, mais finalement, Mm, il y en a trois, hein, c'est ça. C'est mm. incroyable. C'est incroyable. C'est moins valorisant pour toi que des médailles? Oui. Mais alors pour moi, oui. Mais après, je me rends compte, c'est ce que je disais au tout début de notre échange, c'est que je me rends compte que ça marque plus les gens. Ça a plus marqué les gens qu'une médaille, au final. Puisque Ah quand ouais, on pour parle de moi, oui. moi, on va Ah me ouais. parler de ça. Alors qu'il y a d'autres gymnastes qui ont fait des médailles mondiales dont on ne parle pas, ou on ne se Mais, souvient mais, pas. mais pour moi, le Et TESA, ça, c'est c'est. à marquer une histoire de ta discipline, tu vois, des champions du monde et des champions d'Europe, des champions olympiques. Il y en aura à chaque compétition, mais pas tous les sportifs hein, qui auront encore moins les gyms, qui auront une figure à leur nom, quoi. Pour Hmm. moi, ça, c'est historique. C'est tout. Ce sera toujours inscrit partout. Enfin, tu me diras, les médailles aussi, ça sera inscrit. Mais enfin, en tout cas, à mon sens, waouh, quoi. C'est limite la grande classe, madame, quoi. Non, merci. Oui, bah après, c'est de ça qu'on s'en souvient. Mais moi, voilà, si on me pose la question de qu'est-ce que je n'aurais pas fait que je voulais faire, c'est ça, c'est d'avoir une médaille. Mais après, on est un peu dans, je crois qu'on appelle ça l'effet Mandela. C'est qu'il y a des gens, ils sont persuadés que j'ai fait une médaille mondiale parce qu'on a tellement parlé de moi que c'est forcément ça. Dans leurs Bah, souvenirs, c'était mon il y a cas. eu Je vais forcément. je vais pas te mentir, quand j'ai eu ton palmarès, je me suis dit, ah bon? J'ai regardé plusieurs fois, tu vois, je me suis dit, mais t'as loupé. Non, non, mais t'as loupé un C'est ça, truc, c'est ouais, pas c'est possible. ça. C'est ça, Et c'est j'étais qu'on persuadée associe le que souvenir à l'émotion, donc on se dit, oui, bah, il y a dû avoir, je pense que je l'ai vu. Et on se dit, bah, non, moi je sais que non. Bah, après, on laisse planer le doute, hein, pour les gens les est-ce que gens tu qui peux savent pas. considérer que tu as été une star de ta discipline? En France, oui, et je me rends compte maintenant qu'à l'étranger aussi. Ah ouais? Ouais, parce que tu es tagué encore hein, sur les trucs. C'est ça, Tu sais, il y a des comptes spécialisés gym, etc., qui c'est ressortent des ça. moments d'excellence ou des faits Mm, marquants de la gym. Et ils te ressortent régulièrement. c'est Et puis ça, là, on arrive dans l'année olympique. Donc généralement, quand on approche de l'année olympique, on te ressort encore plus c'est souvent. ça, Et puis on te c'est tague ça. dessus. Donc c'est vrai que là encore, tu te rends compte que oui, c'est pas qu'à l'échelle nationale. Le truc, Oui, c'est à c'est ça, l'ampleur. c'est plus d'avoir des messages internationaux, d'avoir des. C'est là que je m'en rends compte plus. Mais après, bon, je me dis, c'est tellement à part. Dans mon quotidien, ça n'a rien de. Ah oui, c'est C'est épisodique. pas du tout. J'imagine. Voilà, c'est ça, c'est de temps en temps. Là, avec l'année Ça provoque olympique, un forcément, sourire ça et puis la revient. vie continue, j'imagine. Voilà. 23 ans plus tard, quel bilan tu tires de cette après-carrière? Alors, de l'après-carrière, comme sur ma carrière de gym, en fait, moi, je me souviens surtout des moments des rencontres, des amitiés créées, des personnes ressources. En fait, il y a des personnes, on se rend compte quand on fait le bilan qu'elles ont toujours été là dans les moments charnières, en fait. C'est elles qui ont conseillé, c'est elles qui étaient ici, c'est elles qui ont lancé l'idée. Les, moi c'est surtout ça. Et puis l'expérience accumulée dans différents domaines. Quand j'ai accepté de passer le concours de prof de sport, Cécé m'a convaincue parce qu'elle m'a dit, mais tu sais qu'on peut faire beaucoup d'autres choses que d'être entraîneur quand on est prof de sport. Et c'est vrai, parce que j'ai pu faire aussi bien l'entraînement de haut niveau que l'accompagnement de sportifs, que travailler avec les associations, et c'est ça que je dis que autant partir de la gym et avec le savoir que j'avais. Le petit regret que je peux avoir, c'est ça, peut-être ne pas avoir pu transmettre mon savoir d'entraîneur, parce que j'avais quand même aussi du savoir d'entraîneur, j'ai toujours. Euh, c'est que vraiment les compétences qu'on accumule pendant sa carrière et après sa carrière, qu'à un moment donné, ça doit être valorisé, je pense. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être entraîneur? Ah, mais moi, être entraîneur, c'est que j'ai pas envie, forcément.
d'être D'accord, parce que tu dis que conseillé, d'être tu viens de dire que voilà. ça me manque de ne pas avoir transmis mes connaissances en tant Mais qu'entraîneur. voilà, d'avoir transmis à d'autres entraîneurs en fait, ou Ah, d'être ok, dans de la à d'autres. formation, ou de voilà, c'est ça, dans de la formation ou de. Moi, je me rappelle Roland Carrasco quand j'ai arrêté la gym, je l'ai revu en 2001, je crois, et on a rigolé parce que j'avais des dreads violettes et blanches. Oh purée, non mais Elvire, il faut que tu m'envoies des photos de cette époque parce que je t'imagine en grunge, Et, bloc violette. Oh là là, je m'y et attendais pas donc du tout. quand il m'a vu, on a rigolé, il me dit oh quel look et tout, et après il me dit tu sais maintenant avec tout ce que tu as fait, il te reste à faire un enfant et écrire un livre et vivre ta vie. Et je pense que c'est vraiment, c'est la sagesse un peu de Roland Carrasco. Roland est un peu comme ça, un peu vieux sage. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est ce qu'il faudra faire, écrire un livre sur tout ce qui s'est passé et le partager de cette façon-là en fait. C'est Parce quoi? que C'est comme, c'est, comme ça, j'ai l'impression que c'est un poids trop lourd que tu portes et le poser dans un livre, ce sera peut-être une libération. oui, alors je sais pas si c'est une libération, mais c'est de le partager en fait, de dire que parce que je peux comprendre les sportifs qui sont dans l'aigreur, qui sont dans le manque de reconnaissance, tout ça, mais je me reconnais pas là-dedans. C'est pas une parole dans laquelle je me reconnais. Et des sportifs qui portent la parole que je porte là maintenant en disant que c'est plutôt l'après-carrière, l'accompagnement, la reconnaissance de l'après-carrière plus que la carrière. C'est ça, je l'entends pas trop cette parole-là. Donc c'est plutôt un partage en fait avec les autres. C'est pas de dire, bon, c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on doit tout nous donner, mais à partir du moment où on a fait l'effort, où on s'est reconverti, où on a investi, où on est que ça soit reconnu à un certain moment. Voilà. Mais le bilan, forcément, c'est quand même que du positif, hein. C'est des histoires de vie qui sont exceptionnelles, hein. Et on n'a pas tout le monde a ces histoires de vie-là. Oh, ça a coupé, je crois. Ouais, mais t'inquiète, c'est bon, D'accord. ça va enregistrer quand même nos deux parties. Mm. C'est en fait ça qui est fort ce site. Et même quand ça a coupé, j'ai récupéré des trucs que j'entendais plus, mais qui me sont arrivés quand même. Donc, D'accord. c'est pour ça que je choisis cette plateforme. Elle est plutôt cool pour ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise tout de suite après ton arrêt carrière Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise juste après l'arrêt de ta carrière ou durant ces 23 dernières années pour te sentir mieux? Alors là, je sais pas, ça c'est tout un ça c'est tout un programme. Je pense qu'il faut que je m'y penche quelques années de psychothérapie. On se donne rendez-vous dans 10 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Je sais pas s'il aurait fallu faire mieux ou parce que je pense pas que ça vient de l'extérieur. Je pense pas que le travail justement d'accompagnement, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les sportifs qui disent qu'il manque d'accompagnement, il manque de. Je pense que ça vient du sportif, ça vient de la manière dont il a été entraîné, de la manière dont il a été encadré pendant qu'il était sportif, et d'inculquer que ça ne viendra pas de l'extérieur, il faut que ça soit à lui en fait d'aller chercher les solutions, d'aller chercher et de se préparer à. Après, l'environnement peut aider à ça, peut être un soutien. Mais je pense que ça doit venir vraiment quand même de toi. Après, il y a une dissociation à faire aussi entre le fait de préparer sa reconversion professionnelle, ce qui a été mon cas, hein. Moi, je l'ai toujours su. J'ai fait STAPS, j'ai fait Podo, j'ai fait journaliste, j'ai une liste hyper longue de toutes les formations que j'ai suivies. Pour autant, la parole qui ne m'était pas arrivée, c'était le deuil du sportif de haut niveau. Donc concrètement, j'avais préparé ma reconversion et j'ai eu la naïveté de croire que c'était suffisant. Pour moi, ça n'a pas été. Moi, je l'ai connu, hein, cette période où tu dis j'ai fait la fête, j'ai fait la teuf et on a presque brûlé la vie par les deux bouts. J'ai pas fini avec des dreadlocks violettes et habillé de noir, mais à ma façon, quelque part, je l'ai aussi vécu. Donc, tu vois,
Mais Qu'est-ce parce que que tu je aurais pense que voulu c'est un savoir à passage. ce moment-là, quoi. Moi, je pense que c'est un passage obligatoire. Je pense qu'il faut le vivre. Parce que si le sportif, il ne le vit pas, c'est quelque chose qui va être refoulé et qui va ressortir plus tard. Je pense que c'est. Qui te met en burn-out 23 ans plus tard. Je l'ai peut-être pas vécu assez longtemps. Non, Euh, après, je pense que le burn-out et puis ce qui est difficile quand on a été sportif de haut niveau, c'est que les gens, ils se rendent pas compte à quel point on peut être dans l'abnégation pour atteindre un objectif. Donc, quand on nous donne au travail une tâche ou quelque chose, on va le faire jusqu'à épuisement pour que ce soit parfait, en fait. et Et c'est c'est, et ça, c'est, tu me lances la perche parce que je voulais y revenir plusieurs fois lors de l'interview et je me dis non, Hum, non, laisse. Mais tu as dit, je me suis arrêtée parce que j'étais fatiguée. Mais tu mhm. étais fatiguée de quoi? C'est pas que tu méritais pas, enfin, c'est pas compréhensible, hein. Bien sûr que tu as toutes les raisons d'être fatiguée, mais c'est pour bien comprendre pourquoi toi, tu estimes que tu étais fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, de l'entraînement, les charges d'entraînement n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. On en a parlé avec Nelou, l'entraîneur national, Nelou Pop, dernièrement, parce qu'il me disait que de toute façon, avec les charges qu'on avait, nous, on ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps. Les entraîneurs ont été obligés de changer les charges, les planifications pour avoir des gymnastes qui durent jusqu'à 25, 26, 27 ans. Euh, parce que le corps, en fait, il tient pas. On C'est prend de la pas compte, fatigue, c'est du. effectivement, nous, ou tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sportifs, qui écoutent le Hum. podcast. Ça représente combien de temps, combien d'heures? Pas par semaine, mais dis-moi tes plages horaires d'entraînement. Comme ça, on va peut-être mieux se rendre compte. Alors, mes plages horaires d'entraînement, c'était 10 heures, midi et demi, 1 heure moins le quart le matin, et 4 heures, 4 heures, 7h30 tous les Ah jours. ouais, ouais. Le mercredi, le samedi. Et en période de grosse préparation, on pouvait augmenter la charge. Mais ça ajouté à l'école. Oui, Parce bien que moi, sûr. comme je le disais, mes parents étaient quand même assez à cheval sur l'école. Et puis, moi, j'ai arrêté aussi parce qu'il n'y avait pas de solution à la fac pour que j'aille plus loin. En pouvant m'entraîner, En aménagement en horaire. ayant vraiment l'aménagement pour pouvoir m'entraîner. Et je pouvais pas, dans ma conception des choses, je ne pouvais pas faire la fac à moitié et la gym à moitié. Oh, pour le coup, tu as fait ni la fac à moitié, ni la gym à moitié. Tu Voilà. as Et décidé donc, de du coup, faire la fête. j'ai tout coupé. Non, mais c'est ça, et du coup, j'ai tout coupé. Mais moi, par exemple, quand j'étais à l'école, que j'étais à l'entraînement, j'étais 100% à l'entraînement. Mais à l'école, il fallait que je sois dans les 3 premières. Si j'étais pas dans les 3 premières, c'était pas bon. Mais j'ai Donc, l'impression c'est que pour c'est ça encore qu'en le fait. cas. Soit tu fais les choses à 100%, soit tu les fais pas. J'ai Ah l'impression que oui. Elle essaie Non, juste mais de c'est te vrai. dire. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est ce qui est, justement, quand on est sportif de haut niveau, je pense que ça, c'est vraiment tous les sportifs de haut niveau qui l'a. Je pense que toi aussi. C'est que quand on démarre quelque chose, il faut qu'on soit bon. Parce que si on n'est pas bon, moi, ça va tout de suite m'agacer et je vais Ah, chercher la moi c'est solution. pire. Moi, c'est viscéral. Si je suis pas bonne dans ce que je fais, C'est ça. enfin, ça m'anéantit complètement. Est-ce que j'ai la solution pour être bonne ou pas pour faire ça? Sinon, je le fais pas. C'est, et ça, ça vient aussi, c'est une compétence, hein, je pense que c'est un atout, mais ça peut aussi être handicapant. Du coup, pour trouver quelque chose, il faut d'abord commencer par ne pas y arriver. Et ça, il faut l'accepter. Et quand on a été sportif de haut niveau, c'est difficile cette période-là d'accepter de ne pas être bon avant de performer. Être bon. Ah, vaste sujet, parce que finalement, c'est tellement subjectif, être bon ou ne pas être bon. Avant de Ben se oui, quitter, Elvire, forcément, hein, 2024 arrive, on en a déjà parlé, et puis tout le monde le sait, je veux dire, qui ne le sait pas. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui vont arrêter? Ou qui vont même après les arrêter Jeux, avant? Bah, il y aura deux types, hein. On hmm. oublie souvent, hein. Il y a ceux qui ne vont pas être qualifiés et qui vont devoir Ah arrêter leur oui, carrière avant d'être qualifiés et qui vont passer les Jeux en France. En tout cas, même s'ils vont à l'autre bout du monde en tant que Français, ça va leur exploser au visage. Et puis, il y a ceux qui vont arrêter après les Jeux Olympiques. Et les deux ne vont pas vivre l'après-carrière de la même façon parce que la manière d'arrêter dépend, c'est ça.
forcément sur l'après. C'est sûr. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on parle de l'après-carrière, je précise que moi, j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu la chance d'arrêter parce que j'ai décidé et non pas sur blessure ou sur contre-performance. Et moi, j'ai pas de conseils. Comme je te disais à Nélou, j'ai pas de conseils. La mamie, elle a pas de conseils à donner aux, aux petits jeunes. C'est à eux de vivre leur expérience et d'avancer. Les sociétés sont pas les mêmes, les conditions, les accompagnements sont pas les mêmes. Maintenant, on sait qu'un sportif peut faire un burn-out, que si c'est une gymnaste, elle peut refuser de matcher, ce qu'elle a fait Simone en 2021, de refuser de matcher parce qu'elle se sentait pas capable. Et ça, C'est c'est une courageux, hein. avancée qui est exceptionnelle. Donc là, maintenant, je sais que pour certains, ça va être forcément difficile s'ils arrêtent sur non-sélection. C'est de savoir ce que j'ai essayé de faire passer à mes gyms. Et je pense que c'est peut-être le message que j'ai pas assez entendu, moi, quand j'étais gymnaste, c'est que tout le long du parcours, tu apprends. Il faut se dire que il faut aimer le chemin. Il faut pas aimer que la performance ou que la médaille. C'est le parcours, parce que et à partir de ce moment-là, peu importe à quel moment ça s'arrête, C'est ce difficile sera que du à positif. entendre parce que, pour être très honnête, c'est une phrase que j'ai réussi à comprendre, je crois qu'il y a 2 semaines, en discutant Mhm. dans le podcast, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une interview avec une sexothérapeute. Et elle dit une phrase qui est très juste et qui m'a permis enfin de réaliser que le chemin était aussi important. Moi, en tant qu'athlète de haut niveau, moi, c'est la perf au bout, quoi. Comme toi, la médaille olympique, la médaille mondiale, la sélection. C'est ça Le chemin, je m'en mais fous, quoi. parce que c'est ce qui est demandé, c'est ce que le ministère, c'est que l'État demande. C'est pas le chemin qui est valorisé quand on te dit on parle du sport de haut niveau et de la valorisation de la France dans les pays étrangers, on parle pas du chemin, on parle des médailles. Donc c'est normal qu'en répercussion et en domino, les entraîneurs, ce qu'ils font passer, c'est la performance. Alors que en France, on a une force, c'est que le sportif, malgré tout ce qu'on dit, il est accompagné sur le chemin, sur le parcours. Et on lui parle du projet de vie. Il n'y a pas beaucoup de pays où on parle de projet de vie du sportif de haut niveau, au-delà du double projet. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, oui, c'est peut-être ça qu'on pourrait peut-être mettre en avant auprès des sportifs et de leur dire que peu importe si ça s'arrête sur un contre-perf, que ça s'arrête sur une réussite, que ça s'arrête. Parce que moi aussi, on m'a souvent dit, oh, mais ça va, toi, t'as réussi, t'as pas de soucis. Donc, t'as pas besoin d'un accompagnement particulier puisque tu as Tu dois pas te réussi. plaindre. Eh oui. Ah ben, je Voilà. peux. Et moi, je me suis reconvertie une semaine après en télé. Donc, tu sais, quand tu es journaliste Ah oui, télé, voilà. On t'a ouvert les ta portes. vie est magnifique. Ta vie est magnifique. Tu ne peux surtout pas te plaindre et tu peux surtout pas aller mal. C'est Non, ta ça. vie est Donc, c'est pour géniale. ça que, aussi bien les médaillés que celui qui s'arrêtera avant, c'est de dire que, accepter cette période qui va arriver. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce que tu es plus faible ou parce que tu as pété un câble ou que non. C'est juste que c'est normal. Et il faut ce sas de décompression-là. Et qu'après, tout ce que tu as vécu, c'est un plus. Et après, faut l'accepter. C'est facile à dire, hein, mais moi, je suis encore en train de. C'est un mantra que je me le répète pour que ça rentre dans ma propre tête, en fait. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de te quitter? La santé, d'abord. Et Laquelle? après, le reste, ça suivra. La santé en général, les deux, physique C'est pour ça que la question n'est pas anodine, hein. Il n'y a aucune de mes voilà. questions n'est anodine, Ouais. clairement. Mais les deux. Ok. Donc on a dit qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour que Ouais, c'est ça. Bah ouais. pour qu'on fasse le bilan des années Voilà, passées, des 33 ans du coup passés. c'est ça. Un dernier mot de la fin, un truc qu'on doit savoir avant de te quitter? Hum, je sais pas. Merci en tout cas pour ça. Merci pour ce que tu fais. C'est vrai, hein, parce qu'il y en a peu qui abordent ce sujet-là. J'ai peu de Et mérite parce que j'aborde un qui sujet qui me touche, simplement. non, mais et qui en parle sans, justement, je reviens là-dessus, mais qui en parle sans forcément revenir à l'aigreur, le misérabilisme. Moi, c'est ce qui me gêne un peu dans le discours en général qui est donné de oh, on m'a pas donné, j'ai pas eu la reconnaissance, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça.
Non, là, on en parle aussi dans les podcasts et dans les échanges. Je trouve que c'est assez riche parce que justement, on va un peu plus loin que ça, quoi. Allons encore plus loin, alors, ensemble. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt, puisque maintenant tu as la Réunion. Et Mais j'y oui, vais beaucoup moins qu'avant, mais pourquoi pas y repasser. Je te fais bien de sûr, gros avec bisous. plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager de ta sincérité, parce que j'ai senti Mhm, que tu nous as livré un échange sans filtre et que tu aurais mhm, pu, tu vois, ne pas aller sur la partie où qu'aujourd'hui tu en arrêt maladie parce que tu es en burn-out. Tu aurais pu mhm, livrer un parcours lisse et polissé de bon, ben c'était compliqué, mais quand même ça va, tu vois. mhm. Et tu as joué la carte de l'honnêteté, et particulièrement moi ça me touche parce que la grande dame Elvire Teza, moi tu sais que je suis fan, et ensuite l'après-carrière aussi, parce qu'on l'a dit, hein, moi je t'ai connu, on avait 30 ans déjà, et si on a gardé ce lien, c'est pas avec la gymnaste que j'ai connue, mais bien avec la femme que je connais aujourd'hui. Mhm. Donc j'apprécie énormément la femme que tu es. Merci, merci. Et bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais. Allez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, chers auditeurs. Si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à me contacter. Si tu souhaites faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail contact@vanessagladon.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises, et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée, et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.